qui m'inquiète le plus, c'est ce secteur. La rue Saint-Honoré et le palais Égalité. Parce que si les insurgés dévalent sur nous en descendant depuis Saint-Roch... Raison de plus pour agir. Crois-moi, Barras. Pour l'instant, ce n'est qu'une simple émeute. Une simple émeute 25 000 royalistes enragés qui marchent sur la Convention avec l'intention de s'emparer des députés et d'assassiner la République. Tu appelles ça une simple émeute? Qu'est-ce que la philosophie peut bien avoir à faire avec les révolutions? Le siècle des Lumières et la Révolution française marquent les esprits. Un bon nombre de révolutionnaires sont alors influencés par les pensées de Rousseau, par exemple, mais pas uniquement. Nous avons vu que Hobbes et Rousseau pensent toute la société à partir de ses fondements et des implications des citoyens et citoyennes au sein de la cité et dans leur culture. Spinoza, de son côté, se sert d'une lecture historique, géographique et économique pour penser la société, ce qui va énormément influencer le penseur dont nous allons parler aujourd'hui, Hegel, qui pense qu'il y a un avant et un après Spinoza. Notre question sera donc, comment penser la politique dans un monde rempli de révolutions? Hegel va rencontrer un succès considérable en tant que professeur de philosophie en Allemagne. Et pour cause, un peu comme Kant, il va s'intéresser à énormément de sujets. L'esthétique, l'éthique, la politique, avec une somme de bouquins tous écrits dans une langue extrêmement accessible et pas du tout pénible à lire ni à transporter. Ceci est une ironie de ma part. Hegel est clairement en compétition pour le travail le plus imbuvable en philosophie et non, ce n'est pas un problème de traduction, même les Allemands n'arrivent pas à comprendre Hegel. À tel point qu'Emmanuel Housset, spécialiste de phénoménologie qui a été mon prof à la fac de Caen, nous a dit un jour « Paraphraser Hegel, c'est déjà faire un bon commentaire de texte de Hegel ». Si je prends la peine de blaguer gentiment sur ce grand penseur, c'est surtout pour vous avouer que moi-même, j'ai beaucoup de mal à en parler, je vais donc aujourd'hui vous faire un résumé extrêmement sommaire de sa pensée politique. Hegel est un grand lecteur de Spinoza, comme nous l'avons vu, et bien que Hegel ne soit pas partisan de la démocratie, on y reviendra, il va totalement s'inspirer de son analyse historique de la politique. Nous ne pouvons comprendre les sociétés et les régimes politiques qu'en fonction du contexte historique dans lequel ils sont donnés, ce qui nous amène à nous poser la question suivante, c'est quoi, au juste, l'histoire ? D'après Hegel, l'histoire est un processus, c'est-à-dire un ensemble de phénomènes consistants qui se répondent entre eux dans un rapport de cause et d'effet dont on peut faire l'analyse. La science qui domine l'histoire de l'humanité, de ses peuples et de sa politique s'appelle la dialectique. La dialectique, c'est le mode opératoire de ce processus historique. Elle s'effectue en 3 temps. C'est le fameux modèle thèse, antithèse, synthèse. Oui, c'est Hegel qui a institutionnalisé ce procédé de pensée dans un grand nombre de nos activités réflexives, comme vous le savez. Hegel est un idéaliste. Un peu à la manière de Platon, il postule qu'il y a 2 plans, le plan des idées et le plan matériel. C'est dans le plan des idées que va s'opérer le processus dialectique. Le plan matériel va seulement permettre l'accomplissement du processus dialectique des idées dans le monde. Hegel pense d'ailleurs que seuls les esprits supérieurs, les grands hommes, comme Napoléon, dont il était admiratif, ont la faculté de se mettre au-dessus des trivialités matérielles et contempler ainsi le mouvement dialectique des idées. Comment ça marche ? On a donc une thèse qui éclot quelque part. C'est une idée du monde, une idée de la vie, une idée de l'organisation des choses. Au moment où la thèse éclot, elle génère une antithèse, c'est-à-dire une autre idée, opposée en tout point à la première. Elle est donc générée en opposition à la thèse. C'est sa négation. Comme il y a opposition entre la thèse et l'antithèse, les deux vont se confronter l'une l'autre, et au terme de cette confrontation émergera une nouvelle idée, la synthèse des 2 précédentes idées. Elle reprend des points de la thèse et de l'antithèse, elle fait des ponts entre les deux, une espèce de compromis. Mais le processus dialectique ne s'arrêtera pas là, car cette synthèse va à son tour générer une antithèse et ainsi de suite.
Alors le processus dialectique n'a pas de fin ? Si, il en a une. Hegel est un des penseurs majeurs à postuler une fin de l'histoire avec un grand H. Si on peut continuer de générer des antithèses à un certain temps, nous devrons arriver un jour à la meilleure thèse possible dans chaque domaine précis. Par exemple, dans le domaine politique, Hegel pense que le meilleur régime, le plus éclairé et le plus raisonnable, c'est la monarchie constitutionnelle. Lorsque nous aboutirons à la synthèse parfaite de toutes les idées, philosophiques, biologiques, sociales, politiques, etc., nous serons entrés dans le règne de la raison et nous saurons ainsi régler tous nos problèmes et vivre heureux pour la fin des temps. The end. À moins que... Ainsi on vivait dans la République de Platon, avec la sagesse à la place de l'opinion. Comme on devrait se sentir brave, comme ça doit être au monde d'être libre au milieu des esclaves.